Ok, alors bonjour à tous. On va vous présenter le sujet auquel on a travaillé du coup durant cette partie-là du semestre. C'est un sujet de machine learning, un sujet lors d'un workshop qui sera présenté du coup en août. Le travail, c'était le Arabic Fine Grained Dialect Identification. En gros, on vous expliquera ce que c'est en détail au fur et à mesure de la présentation. Euh, voilà, du coup, on se présente rapidement. Moi, je suis Victor. Je suis accompagné du coup de Gaël. On est tous les deux étudiants en ingénierie à EPITA et du coup au LSE. Comment on va structurer plus ou moins notre présentation? On va commencer par une introduction assez courte, suivie par une introduction sur le NLP. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'ici tout le monde s'y connaisse vraiment tant que ça sur le NLP. Du coup, je pense que c'est important qu'on ait des bases communes pour que vous puissiez tous comprendre. Ensuite, on va parler de la compétition, parce qu'on a travaillé sur une compétition, du coup c'est important de savoir sur quoi on travaille. Puis nos deux méthodes, donc ici on a une méthode neuronale et une méthode statistique, et parler de nos résultats. Voilà, du coup ce projet-là, c'était un projet qui était en collaboration avec deux personnes d'Irlande, du laboratoire ADAPT, qui est un laboratoire d'université en Irlande. Prevent, c'est c'est un doctorant là-bas, et IFEM, c'est un étudiant-chercheur. Et on était encadré tout du long par Abdesalam. Voilà, donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que le NLP? Le NLP, c'est Natural Language Processing. En gros, c'est tout ce qui touche à la langue, tout ce qui touche à la linguistique, et plus particulièrement sur le traitement de texte. Du coup, il y a plein d'applications par rapport à ça. Les applications classiques, c'est le Text Classification, c'était sur lequel on a travaillé. Par exemple, classification d'émotions sur les tweets, ça fait partie de ce domaine-là. On a le question answering. Le question answering, c'est avec tous les chatbots, etc. Quand un utilisateur va poser une question, si le bot lui répond automatiquement, c'est du NLP. Language generation pour les fake news, par exemple, ou alors même machine translation, toute la traduction automatisée. Et voilà, il y a plein d'applications et c'est assez intéressant. Première chose auquel je vais vous parler sur le NLP, c'est le pré-processing classique qu'on applique sur les phrases qu'on va utiliser. Donc là, j'ai récupéré un tweet sur Internet. Je pense que vous l'avez déjà tous lu. Du coup, voilà, les étapes. Alors, la première étape, c'est du coup, on retire tous les éléments qui ne sont pas importants, donc les URL, les usernames, etc. Et du coup, on voit tout de suite que le tweet, il est beaucoup plus court. On a retiré l'URL qui se trouvait à la fin. On a retiré aussi le nom d'utilisateur qui n'est pas important, en fin de compte. Ensuite, on fait ce qu'on appelle de la tokenisation. La tokenisation, en fait, c'est tout simple. C'est juste, on sépare les mots et on met ça dans une liste. Enfin, on fait ce qu'on appelle le stop word removal. En gros, les stop words, concrètement, ça va inclure la ponctuation, ça va inclure tous les petits mots. Par exemple, en français, les stop words, ça sera le, la, dans, un, etc. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, le E, il est parti, enfin le A, du coup. Et la lématisation, elle est parfois faite, parfois pas faite. En gros, l'intérêt de la lématisation, c'est de normaliser les mots. Et du coup, on va retirer la conjugaison des verbes. On va retirer le genre et le pluriel des mots aussi, pour que le texte soit plus normalisé. Voilà. Ensuite, moi je vais aussi vous parler du coup de ce que c'est deux couches classiques de NLP, deux couches de réseau de neurones, la LSTM et le GRU. Pourquoi il y a ces couches-là? En fait, tout simplement parce que la plupart du temps, le machine learning, ça traite des problèmes spatiaux. Spatiaux parce qu'en entrée, on a une taille fixe, en sortie, on a une taille fixe, mais ce n'est pas le cas avec le texte, parce que le texte, les tailles peuvent être différentes. Une phrase, ça ne va pas avoir une taille fixe forcément. Et aussi, l'ordre des mots dans une phrase est importante. Donc on ne peut pas juste travailler sur l'espace, on va travailler sur le temps pour du coup connaître l'ordre des mots et ainsi de suite. Et du coup les recurrent units, donc, dont le LSTM et le GRU, permettent de faire ceci. Du coup pour cela, voilà, donc ça c'est un schéma du LSTM. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'en gros, là c'est le schéma simplifié pour l'instant T, où en fait à l'instant T on récupère la sortie précédente, donc à la sortie du T-1. Et du coup là c'est ce qu'on appelle la déroulée, auquel on voit vraiment toutes les étapes. Donc à l'instant 0, c'est initialiser l'entrée qui se trouve du coup à gauche, elle est initialisée de la façon dont on veut. Et après, à chaque fois, c'est la prédiction à l'instant précédent qui va être donnée en plus du nouvel élément. Ok. Enfin, maintenant, la différence entre LSM et GRU, elle est assez petite, mais la voie, elle est quand même assez grande. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas dans une conférence de mathématiques non plus. Mais voilà, du coup, c'est plein de calculs mathématiques qui vont se servir des deux entrées. La différence majeure entre la LSTM et la GRU, c'est que la LSTM va avoir deux sorties. Elle va avoir une sortie d'état caché et une sortie vraiment de prédiction.
Et du coup, on peut se poser la question, dans quel cas alors on utilise la LSTM, dans quel cas on utilise la GRU. En fin de compte, ce qu'on voit, c'est que alors déjà la GRU, elle est plus récente que la LSTM. Vu que vous avez vu dans le schéma, la GRU reste plus petite quand même que la LSTM, bah, la GRU, elle est plus rapide à calculer. Et du coup, bah, quand est-ce qu'on l'utilise? En fait, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de formule magique. Et vu que les résultats sont assez proches entre les deux, bah, il faut essayer les deux et récupérer celle qui marche le mieux. Tout simplement. Je vais laisser Gaël vous présenter des outils classiques du NLP et suivre un peu la pipeline que j'avais commencé avec le pré-processing. Les word embeddings, en fait, on les utilise pour. C'est ce qu'on va donner en input à nos réseaux de neurones, à nos systèmes. On ne va pas lui donner directement de l'ASCII ou directement le mot, c'est pas possible. On veut lui donner un input qui est un peu plus intelligent et qui a un véritable sens. Donc les word embeddings, ce qu'on va essayer de faire, c'est de distribuer nos mots dans un espace vectoriel où la distance entre les mots va exposer une similarité entre les mots de leur contexte. Ici, on a un exemple. Par exemple, on a 4 mots et pour chacun des mots, on a à chaque fois son vecteur, le vecteur qui le représente. Et on voit que par exemple le mot king et le mot queen, qui peuvent être souvent utilisés dans des contextes similaires, ont justement dans leur vecteur des features, ce qu'on appelle des features similaires. Ici on a le vert par exemple, et c'est parce que c'est des mots qui ont été utilisés avec des contextes similaires. Avec ça, on peut du coup obtenir ce genre d'espace vectoriel, où on a une distribution des mots qui a un véritable sens. Par exemple, tous les noms des villes vont être utilisés dans des phrases un peu similaires, et on va les retrouver dans les mêmes zones. Et c'est comme ça qu'on peut donner du sens à ces représentations. Alors comment on fait pour obtenir des embeddings? Alors la méthode qu'on utilise, c'est les word2vec, c'est des réseaux de neurones. Et l'état de l'art actuellement, c'est des skipgrams et des SIBO. C'est des méthodes un peu similaires. L'idée de SIBO, on a un réseau de neurones comme celui-ci, et l'objectif va être on a une phrase, on va cacher un des mots, et à partir de la phrase, à partir du contexte, on va essayer de prédire, déterminer le mot caché. Voilà. Du coup, ici, on a l'entrée, ça c'est le contexte. Pour obtenir ce vecteur-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les mots qui sont à côté du mot qu'on cherche. On va faire une moyenne des vecteurs, et on va obtenir ce vecteur de contexte avec lesquels on va essayer de prédire le mot manquant. Et ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode de skipgram. La méthode de skipgram, c'est on a un mot, et on va faire l'inverse. On va cacher tout le contexte, tout le reste de la phrase, et on va partir de ce mot-là, et on va essayer de prédire le contexte, comme on le voit ici. Généralement, on préfère utiliser skipgram parce que au moment de faire ce vecteur de contexte, on fait une moyenne, ce qui produit une perte de précision qui est quand même assez importante. Le problème avec skipgram, c'est que il a besoin de plus de données pour être précis. Voilà, skipgram, c'est le modèle qu'on a utilisé finalement pour notre projet. Ensuite, je vais rapidement introduire les types d'architecture qu'on peut retrouver dans les modèles récurrents. Comme avait dit Victor, l'idée des modèles récurrents, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des inputs et des outputs de taille variante. Là, par exemple, on a l'architecture classique pour les autres types de modèles. Du coup, on a une entrée fixe et on a une sortie fixe. Mais on voit que avec les modèles récurrents, on en a d'autres. Par exemple, ici, on a une entrée fixe et ce qu'on appelle une sequence de taille variante en output. Ça peut être, on a une image, et pour cette image, on génère un titre qui est de taille variante. Ici, par exemple, c'est le many-to-one. On peut donner une phrase, et à partir de cette phrase, on peut la classifier. C'est un peu le travail que nous, on a fait. On a utilisé ce type d'architecture. Ensuite, on a un many-to-many. Ça, c'est généralement pour faire de la traduction, parce qu'on a un input de taille variante et un output de taille variante, et ce qui permet de faire par exemple de la traduction. Et finalement, on a many-to-many. Là, par exemple, on a un input de taille variante, et à chaque fois qu'on a un input, on a un output de taille fixe. Par exemple, si on a une vidéo,
Et l'input va être chacune des frames, et l'output va être une coordonnée sur la photo ou quelque chose dans ce style-là. Voilà, du coup maintenant on a expliqué un peu des techniques du NLP et on va commencer à expliquer notre travail. Alors, du coup, je vais vous parler du concours. Le concours, il s'appelle MADAR, qui appartient à WANLP. Concrètement, ce que c'est un concours d'Arabic Fine Grain Identification. Donc, c'est un concours auquel le but, c'est à partir d'une phrase en arabe, c'est de déterminer son dialecte, parce que le monde arabe possède une quantité de dialectes assez hallucinant. Et c'est important d'arriver à identifier, du coup, de quel dialecte appartient pour plein de raisons. Pour la traduction, pour obtenir de meilleures traductions, c'est assez important. Nous, on a commencé à travailler à partir d'avril, mais le concours a commencé plus précisément vers février. Et on a eu le concours s'est terminé en mai, fin mai à peu près. Pour cela, pour le concours, il y aura un workshop du coup le 1er août pour la présentation des papiers de recherche qui ont été publiés, auxquels on va du coup participer pour présenter notre papier. Et ce workshop, il est dans la conférence d'ACL. ACL, en fait, c'est une conférence qui est assez connue dans le NLP. C'est une conférence internationale qui a lieu chaque année dans plusieurs villes différentes. Là, du coup, cette année-là, c'est Florence, mais l'année dernière, par exemple, c'était en Australie. Il y a quelques années, c'était à Singapour, au Japon. Du coup, voilà. Du coup, c'est une grande conférence pour ce domaine-là. Mais ce qui est important, voilà. Donc là, j'ai rapidement présenté un peu le concours, mais du coup, sur le concours, on va quand même parler plus en détail, donc sur tout ce qui est données, etc. Et je vais laisser Gaël présenter les données du concours. Du coup, nous, on a utilisé deux datasets. D'abord, il y a le Madar Corpus, c'est le dataset officiel pour le workshop. Et on a aussi utilisé un dataset de tweets que nous, on a produit. Du coup, le Madar Corpus, c'est une suite de phrases qui ont d'abord été écrites en anglais et en français, et qui ont ensuite été traduites dans les 25 dialectes, de villes arabes, et dans le MSA, qui est le Modern Standard Arabic, qui est la langue écrite et parlée officielle en arabe. Du coup, on a toutes ces phrases qui ont été traduites en parallèle dans ces dialectes et qui forment le Madar Corpus, qui est donc 52 000 phrases. Et on voit ici, on voyait les villes de provenance. Voilà. Donc ensuite, le deuxième corpus, c'est celui de tweet qu'on a produit. On l'a produit pour entraîner notre word embedding, notre word to vec, pardon. Il est composé de 45 millions de tweets. Ce qui était un peu compliqué pour générer ce dataset, c'est que une des contraintes du workshop, c'était qu'on n'avait pas le droit d'utiliser de la data labellisée, à part celle qui était donnée de façon officielle. Donc ce qu'on a fait pour télécharger ces tweets, c'est qu'on a appliqué un TF-IDF au Madar Corpus. Le TF-IDF, c'est une méthode statistique qui nous permet d'extraire à partir d'un corpus de plusieurs classes, de déterminer quels sont les mots les plus spécifiques à une classe. Du coup, comme ça, on pouvait obtenir les mots les plus spécifiques à chacun des dialectes. Et à partir de cette liste de mots, on allait et on cherchait des tweets. Voilà. Et comme ça, on pouvait s'assurer que les tweets étaient composés d'un langage qui venait de provenance des dialectes. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, on va parler du preprocessing qu'on a appliqué à nos deux datasets. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord enlevé tous les caractères non arabiques, donc les lettres latines ou chinoises ou toutes les lettres, et aussi toute la ponctuation. Il ne nous intéresse pas pour notre travail. On a aussi enlevé tous les chiffres en arabe, parce qu'en soi, ils n'ont aucun impact au niveau des dialectes. Mais par contre, on a gardé les stop words et on n'a pas lématisé, parce que selon les dialectes, chacun ont des particularités dans l'utilisation des stop words ou des stop words qui sont utilisés. Pareil pour la lématisation, la conjugaison selon le dialecte peut être différente. Du coup, pour nous, c'était très important de garder ces deux aspects-là de nos data. Voilà. Et maintenant, on va expliquer nos datasets. Du coup, là, on va commencer à expliquer les modèles qu'on a produits pour ce concours-là. Le premier modèle, c'est un modèle neuronal qui est basé sur une méthode hiérarchique. Donc hiérarchique, ça implique qu'il y a plusieurs niveaux
On a séparé les données en fonction des zones géographiques. Gaël va vous en parler un peu plus. Mais en gros, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer des groupes, du coup, des groupes de dialectes. Et on va avoir un premier niveau qui va essayer de prédire le groupe. Et ensuite, après avoir prédit le groupe, vu que du coup, on restreint l'espace de dialecte, et ben, on va essayer de prédire plus précisément dans ce groupe-là quel était le dialecte de cette phrase-là. Du coup, j'ai quand même laissé Gaël, encore une fois, parler un peu plus du coup, de comment on a généré ces données-là, comment on a généré ces groupes. Donc voilà. Voilà, du coup, notre idée est partie d'un papier qui étudiait justement le corpus officiel de Madar et qui étudiait plus précisément la similarité entre les dialectes. Et on peut voir qu'il y a certains dialectes qui se ressemblent beaucoup entre eux. Et on peut voir qu'il y a des groupes qui commencent à apparaître. Par exemple, ici on a un groupe, ici on a un autre. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va séparer les 26 dialectes qu'on a. On va les agrouper dans des classes. Et comme ça, pour notre premier modèle, on aura moins de classes à prédire. Ici, c'est la distribution qu'on a faite. On a 8 groupes. Un d'eux, c'est le MSA, il est tout seul. Et on peut aussi voir que pour certains groupes, on a très peu de classes. On a jusqu'à 2 classes. Mais pour certains d'autres, on a 6 dialectes. Ce qui est quand même beaucoup, mais on ne pouvait pas faire autrement parce que c'était vraiment des dialectes qui étaient très similaires entre eux. Et voilà, du coup, c'est un peu la distribution qu'on a faite. Voilà. Donc maintenant sur le fonctionnement réel de ce modèle-là, donc le premier niveau c'est un gros modèle neuronal, donc avec un word embedding, plusieurs LSTM, une danse pour faire une prédiction et après du coup, une categorical cross entropy pour avoir la meilleure prédiction possible. Mais pour du coup expliquer un peu comment le modèle il va fonctionner, on va prendre un cas pratique. On va d'abord voir étape par étape, donc on va traiter d'abord de l'input. Prenons cette phrase par exemple là en arabe dont on ne connaît pas le dialecte et on va essayer d'identifier son dialecte. Première chose à faire, c'est qu'on va du coup fit tous les mots de cette phrase là du coup dans l'embedding. Puis on va donner du coup la sortie de l'embedding à notre premier niveau qui du coup va permettre de trouver le groupe et ensuite au second niveau dès qu'on aura le groupe. Donc maintenant le premier niveau, on a cette phrase là, donc comme je viens de le dire, il prédit le groupe et non pas le dialecte directement. Et dans ce cas-là, si jamais le premier niveau dit qu'on a trouvé que le groupe est le groupe N, dans ce cas-là on va sélectionner le modèle qui est spécifique à la détection des dialectes dans le groupe N. Là en l'occurrence pour cette phrase-là, on a notre modèle nous a donné le groupe numéro 1, mais du coup on ne sait toujours pas exactement quel dialecte c'est. Donc on passe au second niveau. Pour le second niveau, là, chaque modèle sont différents. Tous les modèles sont vraiment spécifiques en fonction de leur nombre de dialectes dans le groupe, en fonction des différents types aussi de dialectes dans les groupes. Aussi, pour l'entraînement de ces sous-modèles-là, du coup, on va utiliser uniquement les données qui sont spécifiques au groupe. Et là, par exemple, pour le groupe numéro 1, on est parti sur une embedding layer, une LSTM, une danse pour la prédiction, et du coup une binary cross entropy. La binary cross entropy, c'est une fonction qui est plus efficace quand il y a seulement 2 classes, d'où le binary. Et vu que le groupe 1, il possède que 2 classes qui étaient Tunis et Sphax, dans ce cas-là, c'était intéressant de l'utiliser. En revanche, pour le groupe 2 qui possède 3 classes, dans ce cas-là, on ne peut plus utiliser la binary. On part du coup sur une categorical qui sera meilleure que la binary quand il y a plus que 2 classes. Donc voilà, c'est pour ça que tous les modèles sont spécifiques pour essayer d'optimiser nos scores. Et à la fin, donc voilà, donc il va faire sa prédiction. Et pour notre phrase, du coup, notre modèle du second niveau nous a dit que il a prédit que du coup c'est l'index 1 dans le groupe numéro 1. Mais du coup, ce qu'on sait maintenant, c'est que notre phrase appartient au groupe 1 et que c'est l'index 1 du groupe 1. Et du coup, on ne connaît pas encore le dialecte. Pour faire ça, c'est super simple. Pour l'output, on a juste à mélanger les deux prédictions. Et à partir de ces 2 prédictions-là, bah, on a directement le dialecte, en l'occurrence de la Sphax, qui a été abrégé par SFX. Et oui, la phrase était bien de Sphax. Voilà. Du coup, on a implémenté un deuxième modèle qui est basé sur une des approches statistiques. Je vais rapidement expliquer 2 des algos qu'on a utilisés. Du coup, d'abord, il y a le naive bias. Je vais rapidement expliquer, sans rentrer dans les détails, ce que c'est. Mais en gros, elle est basée sur la bias rule.
Je pense que vous connaissez tous cette équation, et d'où le nom de Bayes. Et ensuite, on va essayer d'appliquer ça pour un problème de classification. On se retrouve avec une équation similaire à ça, où on a la probabilité d'avoir la classe I, sachant toutes les features en input. Voilà, du coup la naive Bayes c'est base là-dessus. Ensuite, on a aussi utilisé des random forest, dont l'idée, en gros, les random forest va implémenter plein de decision trees qui vont chacun se spécialiser sur certaines features, et même parfois overfitter. Et ensuite, il va prendre l'output de toutes ces decision trees et va le moyenner pour obtenir un meilleur résultat. Maintenant, donc avec ces outils-là que Gaël vient de nous présenter, on est parti du coup sur une méthode qui est basée sur le vote. En gros, le vote, comment ça fonctionne? Il y a deux méthodes de vote. Tu as la méthode hard et la méthode soft. La méthode hard, c'est celle qui, en gros, dit tout simplement que si un modèle donne par exemple une probabilité inférieure au seuil qu'on a défini, dans ce cas-là, on va la classifier en tant que négative, alors que si c'est supérieur au seuil, ça va être classifié en tant que positif, et après on compte juste le nombre de négatifs par rapport au positif et on fait la prédiction là-dessus. Le soft, lui, va appliquer une moyenne, et l'avantage du soft, c'est qu'on pourra appliquer une moyenne pondérée. Là, je vous ai donné un exemple dans le cas où le hard et le soft ne donnent pas les mêmes résultats, avec un seuil du coup à 0,5. On a 0,45, 0,45. Pour le hard, il y a deux négatifs pour un positif. Du coup, le hard nous dit négatif. En revanche, le soft, si on fait la moyenne, on tombe sur 0,6 et du coup, on passe sur du positif. Nous, on est parti sur du soft, du coup, parce que avoir la possibilité de pondérer du coup nos modèles, c'était intéressant. Comme ça permettait d'identifier du coup quel modèle va mieux fonctionner et on lui donne un poids plus important que les modèles qui fonctionnent un peu moins bien. Du coup, on est parti sur la naive Bayes. Une random forest, c'est un ADA boost. L'ADA boost, on l'a pas présenté, mais en gros, concrètement, c'est un peu dans la même idée qu'un random forest. Ça lui-même contient du vote. Et c'est plein de petits modèles qui ont été peu entraînés et qui ont des résultats très médiocres. Mais du coup, vu qu'ils sont plusieurs, ils ont quand même la possibilité de donner des bonnes prédictions. Et du coup, on les a tous mélangés dans un soft voting classifier et ça nous donne directement la classe. Du coup, c'est bien beau, on a présenté notre travail. En revanche, on a quand même participé à un concours. Du coup, c'est important de connaître nos résultats et pouvoir les expliquer. La première chose à savoir, c'est comment on évalue ces modèles-là, vu qu'on en a deux, comment on a sélectionné le meilleur, comment on a pu les différencier. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Nous, on a utilisé le F1 score. Le F1 score, ça utilise l'accuracy et le recall. L'accuracy, j'ai écrit accuracy, mais en fait c'est précision, désolé. L'idée, la précision, c'est concrètement le nombre de bonnes réponses par rapport au document. Et le recall, c'est le nombre de bonnes réponses par rapport au nombre total qui était de cette classe-là, enfin le nombre d'éléments qui étaient de cette classe-là. Et le F1 score, le gros intérêt du F1 score, c'est qu'il va à la fois du coup donner les résultats bruts de notre modèle, mais en même temps il va prendre en compte du coup tout ce qui est faux positif et vrai négatif, que dans le cas où les modèles se seraient trompés. Enfin, on a utilisé les confusion matrices pour identifier les points faibles et les points forts de nos modèles. J'ai donné un exemple de confusion matrice ici où on aurait un dataset de 13 animaux, 8 chats et 5 chiens. Et tout simplement dans les cas où c'est le chat et le chat, là on parle du coup de ce qu'il a prédit. Ici, plus le nombre il est élevé, plus il a de bonnes prédictions. En revanche, dans le cas où c'est rouge, là ici, du coup c'est les faux positifs. Donc là il a dit par exemple c'était un chat alors que c'était un chien. Voilà, donc Gaël va vous présenter les modèles du hiérarchique et moi je présenterai les modèles du statistique. Du coup, ici on a les résultats qu'on a eu pour le premier niveau du système hiérarchique. On peut voir la précision qu'il y a eu pour chacun des groupes. On voit qu'on a une moyenne à 0,78, ce qui en soi est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. On voit qu'il a encore des problèmes à identifier par rapport au groupe, même après la séparation. Et on se retrouve avec un 0,78. Ici, on a les résultats pour le deuxième niveau de nos systèmes hiérarchiques. Donc, pour chacun des groupes, on a les résultats des modèles. Donc, on peut voir que pour certains, ça a très bien marché. On a par exemple pour le G3, on a un F1 score de 0,87, et ce qui est très bien.
Mais pour d'autres groupes, il a vraiment beaucoup de difficultés, notamment le G7, qui non seulement il doit classifier sur 6 labels, pardon, sur 6 labels, mais les dialectes qui sont dans ce groupe-là sont extrêmement similaires, ce qui fait que la tâche est très très dure pour ce modèle-là, et ça se traduit par des manques de précision. On voit un average de 0,55 pour le F1 score, ce qui est très bas, et ça affecte quand même beaucoup le résultat global de notre modèle. Du coup, finalement, globalement, on a eu un F1 score de 0,58, ce qui bat quand même un réseau de neurones simple, où on a eu dans notre baseline 0,53. Du coup, ça a quand même amélioré les performances, mais Victor va vous montrer que finalement, on pouvait faire mieux. Voilà. Du coup, le modèle hiérarchique, c'est un modèle qui est quand même assez lourd. C'est aussi un peu innovant dans ce travail-là d'identification de dialecte arabe. C'est des gros modèles, enfin c'est pas un seul gros modèle, c'est plein de gros modèles et du coup c'est vraiment quelque chose de lourd. Et notre modèle statistique l'a battu. C'est pour ça, d'où cette phrase-là que j'ai écrite. Une simple naive bias, donc un simple calcul mathématique a quand même battu notre gros modèle de réseau de neurones. Il obtient donc un 0,61 et du coup quand on a remarqué ça, déjà c'était un peu décevant pour nous, parce que c'est quand même beaucoup de travail pas vraiment perdu, mais qui apporte peu. Et du coup on a essayé de booster la méthode statistique en partant sur du coup le voting classifier qui lui a atteint le 0,64, qui est un bon score sur cette tâche-là. Du coup, pour conclure, on est assez content de nos travaux. On va publier notre papier de recherche lors de la conférence le 1er août à Florence. Et on souhaite quand même remercier Abdesalam pour nous avoir accompagnés dans cette tâche-là, ainsi que les chercheurs en Irlande. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre travail ? Oui. Merci. Salut, merci pour la présentation. Alors, est-ce que tu peux revenir slide 24, s'il te plaît ? 24 ? Ouais. tu me dis quand c'est bon, parce que je sais plus du tout. Non, enfin, en fait, moi, sinon c'est pas obligé, mais c'est juste quand tu parles du TF-IDF et de vos word embeddings en général. Du coup, vous avez expliqué, ok, Cibo et Skibram, mais au final, quelle architecture vous avez choisi et comment vous avez construit le word embedding, du coup ? Enfin, avec quel outil ? Si vous avez utilisé un outil, est-ce que vous l'avez refait vous-même ? En soi, en tant qu'outil, on a utilisé un framework qui s'appelle Genzim, qui permet de justement train des word2vec, et on a utilisé un modèle de type Skibram. Ok. Et du coup, parce que pour les word2vec, en fait, selon le langage, tu vas pas forcément considérer le contexte de la même façon. Donc, est-ce que ton modèle, du coup, il y avait déjà des choses qui étaient créées selon l'arabe, et est-ce que le contexte, selon les dialectes, il est traité de la même façon ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en connaissance, ça, ou pas ? En soi, la décision de prendre un Skibram, les Skibram en soi sont aussi très, très bons pour des mots qui sont représentés très peu dans les bases de données. Et vu que ici, les mots qui sont spécifiques au dialecte sont pas très... il n'y en a pas beaucoup dans notre dataset. Skibram, c'était vraiment un bon choix, et voilà, c'est un peu ce qui a poussé ce choix. Ok, et du coup, quand tu parles des TF-IDF, ouais. Donc si j'ai bien compris, c'est une mesure que tu fais en fait sur l'ensemble de tes tweets qui sont dans ton dataset qui t'est donné par la compétition, et ensuite tu appliques cette mesure à des tweets indépendants, donc un par un, pour déterminer lesquels tu vas sélectionner. L'idée du TF-IDF, c'est il fallait qu'on télécharge des tweets. Ouais. Du coup, pour pouvoir trouver quel tweet on allait télécharger, parce qu'on ne voulait pas juste télécharger des tweets en arabe. Enfin, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'allait pas être chargé d'un point de vue de dialecte. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de chercher quel mot était vraiment spécifique au dialecte, et on a utilisé la méthode du TF-IDF pour chercher ces mots-là. Et comme ça, on a généré un dataset ensuite. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hein. Oui, à peu près, mais du coup... en fait, tu fais des grosses mesures statistiques sur beaucoup de données, et là, en fait, tu vas chercher des occurrences de mots qui sont sur des tweets qui font 240 caractères. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton intervalle de confiance sur le fait que ce soit bien des tweets de ce dialecte-là, que tu télécharges ?
Alors, on peut pas être entièrement sûr, mais par contre, en fait, vu que c'est des mots qui sont spécifiques quand même à certains dialectes, c'est des mots qu'on, par exemple, il y a certains mots que tu trouves dans le dialecte du Caire qui seront absolument pas représentés dans le dialecte de Tunis. Du coup, tu as quand même une certaine certitude. Après, vu qu'on avait de l'aide des chercheurs irlandais, etc., et la connaissance en arabe d'Abdesalam, on avait quand même un peu plus de certitude là-dessus. Mais oui, concrètement, le TF-IDF, en tout cas pour les mots qu'on a choisis spécifiquement, on est quasiment sûr qu'ils sont très spécifiques au dialecte. Ok. Parce que du coup, là, quand on voit vos résultats, moi je me dis c'est peut-être faux, mais que soit c'est vos word embeddings en fait qui sont pas pertinents, et je dis pas que c'est une tâche facile, hein, ça doit être vachement compliqué d'en trouver des bons dans ce cas-là, ou alors c'est que le problème il est en partie linéairement séparable, mais ça me paraît un peu étrange aussi, donc je sais pas trop. Vous avez une conclusion là-dessus ou... Alors, les résultats paraissent bas, mais en fin de compte, pas tant que ça, parce qu'il faut savoir qu'on avait le droit du coup qu'à 52 000 phrases. 52 000 phrases, c'est assez peu pour en général pour des problèmes d'identification. Et en plus de ces 52 000 phrases, il y a quand même 26 dialectes et de la classification sur 26 dialectes, enfin en tout cas sur 26 classes, donne rarement de très bons résultats. Et à titre de comparaison, le meilleur du concours nous a battu que d'un tout petit peu. Du coup, il n'y a pas vraiment. Enfin, voilà. Au niveau du Word2Vec, on avait le droit d'utiliser d'autres Word2Vec déjà pré-entraînés. Et on a testé d'autres qui étaient déjà pré-entraînés spécifiques pour l'arabe. Et finalement, le Word2Vec qu'on a généré nous-mêmes avec les tweets était quand même plus performant. Du coup, c'est pour ça qu'à la fin, on l'a gardé. Ok, merci beaucoup. D'autres questions peut-être? Ok. Bon, merci beaucoup.